il décide de vouloir me brûler vivante. Donc il demande à son cousin de ramener du feu. Il ramène ce feu et je m'en rappellerai toute ma vie à quel point j'étais tellement fébrile. Je me suis dit, Emma, t'es en danger. T'es loin de ta famille, t'as des milliers de kilomètres, t'as un homme en face de toi que tu as appris à aimer et il veut t'ôter la vie tout simplement parce qu'il est parti voir des femmes et t'as manqué de respect. J'ai rencontré mon agresseur footballeur professionnel en septembre 2020 sur les réseaux sociaux, donc ça a été sur Instagram. Comme tout le monde, un échange de likes et ensuite un message privé et ensuite des appels et ensuite un enchaînement quotidien, jour et nuit. Et de là a commencé une relation très fusionnelle. C'était un homme qui me faisait rêver. Le seul petit bémol, c'est qu'il était à l'étranger, mais le fait qu'il soit bien présent par message et par appel, ça me rassurait. Alors à ce moment-là, j'habitais à Metz, étant étudiante, et lui en Bulgarie pour son travail. Je l'ai rejoint durant le confinement, on s'est vu plusieurs fois, donc dans son pays, en Bulgarie, ou à Paris, on s'est vu plein de fois. J'ai décidé de le rejoindre en novembre 2020, sauf que j'avais appris la veille de mon départ qu'il m'avait trompée avec des escortes. J'ai décidé de ne pas aller le voir. Et il m'a fait du chantage avec un billet d'avion qui coûtait très cher et il m'a dit, écoute Emma, je travaille, cet argent-là pour moi, voilà, c'est une difficulté, tu dois venir me voir, on va en parler tous les deux en face, j'ai envie de récupérer la femme que j'aime, viens. Et je me suis dit, Emma, tu vas le faire regretter, tu vas le voir une dernière fois. Et je m'attendais pas à avoir cette suite. Quand j'arrive à son domicile, je vois tout simplement que je n'aurais jamais dû venir, de par des objets qui ne m'appartenaient pas, des sous-vêtements, son comportement, puis même si ça se voyait que c'était une relation qui était cassée, je me suis dit pourquoi est-ce que t'es venue, Emma? T'aurais dû tout simplement dire non, t'as pas besoin de prouver, cet homme t'a pas respecté, donc fini, ne va pas écouter ce qu'il demande, mais je l'ai fait. Je décide de ne plus montrer mon téléphone, qu'il n'y ait plus accès, et forcément ça l'a atteint et il s'est dit tu m'as trompé. Je lui ai dit évidemment que non, mais il voyait que j'étais sur mon téléphone et il voulait voir mes conversations. J'ai refusé et il a arraché mon téléphone et ça a commencé cette nuit de terreur, la nuit du 14 au 15 novembre 2020. J'étais dans le salon, j'étais sur mon téléphone et je répondais à un message d'un abonné de TikTok qui m'avait écrit sur Instagram. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis je parle avec quelqu'un. Il a voulu voir les échanges, bien évidemment que je lui dis non. Et il a arraché mon téléphone. De là il est parti dans sa chambre et de là a commencé une très forte dispute. Emma, ouvre-moi le téléphone. Je lui dis non, j'ouvrirai pas mon téléphone. Je vois pas pourquoi est-ce que tu devrais regarder mes réseaux sociaux, mes messages, je n'ai plus rien à te devoir. Pourquoi je suis là? Tout simplement parce qu'au final, tu m'as forcé, mais je n'ai plus de compte à te rendre. Et de là a commencé de la pression, on va dire, psychologique. C'était Emma, sur la tête de mes enfants. Tu ne sortiras pas de cette pièce tant que tu n'ouvriras pas ton téléphone. Ça s'est enchaîné avec des insultes, comme quoi j'étais une femme non respectable, qu'il allait m'enfermer dans une armoire. Il parlait aussi de 9 mm. C'est des paroles, on se dit, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu me mens? Évidemment, au début, je me suis dit c'était sous le coup de la colère. Mais au final, plus le temps passait et plus les mots étaient vraiment terrifiants. À un moment, il a demandé à son cousin, qui était présent dans la pièce d'à côté, de venir m'agresser sexuellement. Alors heureusement, voilà, la seule chose dont il a su faire, ça a été de dire non. Mais je lui ai demandé de l'aide, je lui ai dit je t'en supplie, aide-moi. Et il a dit non, t'inquiète pas, il te fera rien. Donc ça a commencé des minutes et des heures. Plus je lui disais non, plus il s'énervait. Ça a commencé avec les mains, à essayer de me maîtriser, que ce soit par le cou, par les bras, par les cheveux. Je refusais d'ouvrir les yeux jusqu'au moment où il me pose sur le lit. Il met le genou contre ma gorge. Il essaie de me maîtriser du coup avec ses deux mains. Je ne décide de pas ouvrir mon téléphone. Durant ces moments de terreur, mon agresseur m'a dit si ma fille était comme toi, qu'elle se fasse violer, ça sera mérité. Elle avait 3 ans. Moi, dans ma tête, je me suis dit que je ne verrais plus jamais ma maman. Je me suis dit jusqu'où il peut aller, jusqu'où ça va aller, au point fatal où il décide de vouloir me brûler vivante. Donc il demande à son cousin de ramener du feu. Il ramène ce feu et je m'en rappellerai toute ma vie à quel point j'étais tellement fébrile. Je me suis dit, Emma, t'es en danger. T'es loin de ta famille, t'as des milliers de kilomètres, t'as un homme en face de toi que tu as appris à aimer et il veut t'ôter la vie tout simplement parce qu'il est parti voir des femmes et t'as manqué de respect. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui montre mon téléphone, il lit les messages de personnes qui me complimentent. Il dit, ah, espèce de grosse... C'est ça que tu fais? Il a essayé de connecter mon téléphone sur une enceinte et il a dit je vais faire écouter à toute la rue à quel point t'es une fille non respectable. Et de là, il dit c'est bon, tu vas mourir. J'écoute tous tes vocaux, tous tes messages et tu vas mourir. La tête de mes enfants, Emma, c'était le dernier instant, tu vas mourir. Et je me suis cachée derrière le rideau, il m'a dit t'as bien raison de te cacher, t'as bien raison, mais ça te sauvera pas. Et je sais pas pourquoi. Je touche la poignée de la fenêtre, j'ouvre et je me dis si je dois mourir, ça sera de ma part et non de la sienne. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai cette vision bien claire où je saute par la fenêtre dans le but d'arriver sur mes jambes, d'atterrir et d'appeler à l'aide et de courir. Miraculé, j'ai réussi à survivre. J'arrive au sol en sang, les membres inférieurs totalement explosés, le crâne ouvert, le doigt décroché. Donc au final, je me suis retrouvée avec plein de séquelles. La fracture du calcanéum, je n'ai plus de talon et on a dû m'en reconstruire un. 3 fractures du bassin gauche ischio-pubien, luxation à l'index gauche
et 3 points de suture au crâne. Tout de suite après les faits, il a réussi à faire en sorte de se déculpabiliser, me rendre coupable. La raison pour laquelle je l'ai défendu et protégé pendant 3 mois. Je n'ai pas osé porter plainte. C'est vrai qu'on se retrouve comme un syndrome de Stockholm, même si le mot est très fort, mais c'est un petit peu l'identique, où on reste attaché à notre agresseur. Pourquoi? Avec le recul, je ne saurais le dire, mais il y avait beaucoup de pression de la part de mon agresseur, de son cousin qui était présent, du club, des médecins, de ma maman qui ne sait pas ce qui s'est passé puisque je lui ai menti. Je lui ai dit que j'étais tombée des escaliers et non sauter par la fenêtre pour éviter que sa petite fille meure sous les coups d'un homme. Dès que j'arrive en France, ma maman, elle m'a posé plein de questions évidemment, mais elle a très bien vu que mon silence, en fait, était un énorme appel à l'aide. Je n'osais pas lui dire, j'avais juste besoin de sa présence, j'avais juste besoin qu'elle soit là et de me dire t'es en sécurité, quoi. Donc au début, ma maman elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis maman, je voulais récupérer mon Uber, je suis tombée dans les escaliers malheureusement, sauf que la fracture du calcanéum, si on tape sur internet, c'est souvent une fracture qui est liée au suicide ou une grosse chute. Donc forcément plus de 2 ou 3 mètres. Elle a contacté des avocats, elle a contacté plusieurs chirurgiens, elle s'est démenée en tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'avoir réponse à ces questions. Et ma sophrologue, elle a réussi à faire en sorte que je dise la vérité de ma propre bouche et elle m'a fait comprendre qu'on était aidés et que ma famille était là pour moi, la première à être là pour moi et qu'il fallait absolument que j'en parle. Et de là, j'ai décidé de porter plainte, donc en février. La plainte, c'est très difficile dans mon cas, vu que ça s'est passé en Bulgarie. Donc j'ai dû faire une double plainte, une française et une bulgare. Pour avoir un résultat en France, il faut que j'attende évidemment un résultat de la Bulgarie, que ce soit coupable, non coupable ou qu'elle sans suite. Mais évidemment, je sais très bien qu'il y a eu toute une manigance et que là-bas, il sera acquitté. Ça fait 2 ans que je réclame justice et que mon agresseur fait ralentir la plainte en Bulgarie parce qu'il sait très bien que du moment où la plainte sera classée en Bulgarie positive ou négative, en France ça sera différent puisque lui et moi sommes de nationalité française et que la justice n'aura rien à voir. Directement après les faits, je suis rentrée en France et je suis partie en orthopédie pour récupérer un talon. On m'avait dit Emma, tu ne remarcheras plus jamais ou sinon en béquille. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la rééducation parce que forcément on est avec des personnes qui sont amputées, c'est un centre privé. Je me retrouve à être en chaise roulante avec des personnes qui, eux, le sont aussi à vie. Ça impacte forcément parce que je passe d'une petite jeune femme qui danse, qui fait un petit peu de sport, qui aime la vie, qui aime courir, à être assise et être bloquée et être sanctionnée de quelque chose qu'on n'a jamais voulu et qu'on n'a jamais mérité. Psychologiquement, ça a été la descente, ça a été une énorme chute. Ça a été tellement difficile qu'on m'a mise en hôpital psychiatrique. On m'a prescrit des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, des compléments alimentaires. Je me retrouvais à devoir prendre 10 médicaments par jour. Et je me suis dit, je vais m'en sortir avec mes proches et ma foi. Aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir raconter cette histoire, tellement fière d'être présente. Il y a encore quelques jours, j'ai dû faire une infiltration pour mon pied, puisque normalement j'ai une 3e opération où on devra me bloquer une articulation. De ce fait, je pourrai plus jamais plier mon pied et repartir encore en chaise roulante et repartir en 1 an de rééducation et encore une fois rebelote. Aujourd'hui, j'ai qu'un objectif, c'est d'être heureuse, tout simplement. J'aimerais pouvoir me sentir libérée et arrêter d'être mon adversaire, me lever pour vivre et pas pour combattre mes émotions, pas pour combattre mes angoisses, pas pour avoir cette justice, juste me dire que tout est fait, tout est bouclé et respirer. Pour la confiance aux hommes, ça a été très difficile au début puisque forcément la personne qui a voulu nous enlever la vie est une personne qu'on a aimée, qui nous a aimés. Donc si lui a été capable, tout le monde peut le faire au final. Évidemment que tout homme n'est pas comme celui-ci. Je me suis tellement rabaissée, tellement humiliée toute seule. Et aujourd'hui, je me dis qu'une femme, quelle qu'elle soit, elle doit se mériter, elle doit se respecter. Sur la femme aujourd'hui qui est en couple avec mon agresseur, qui s'est fiancée, moi j'essaie de tout faire, j'essaie de faire un maximum de prévention. Il suffit juste de taper le nom de mon agresseur sur internet pour savoir tout ce dont il a fait. Aussi en 2019, il a été jugé pour violence conjugale avec la mère de ses enfants. Pour moi, cet homme-là, il doit être partout sauf entouré de femmes. Et surtout aujourd'hui, absolument pas en liberté, vu que c'est un homme qui est récidiviste et qui peut l'être encore à nouveau, évidemment. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai eu un soutien, mais immense. Je pense pas que j'aurais eu assez de force sans eux. Parce que on se dit, qui va nous croire, qui va nous écouter? On est seul, il y a notre famille, certes, mais ensuite. Et là, de recevoir un message, 2 messages, même un like, un partage, un commentaire, moi j'en reçois des milliers comme ça quotidiennement. C'est une vague d'amour, une vague de soutien. Et Emma, fais-le. Montre-leur, prouve-leur. Et ils m'ont sauvé la vie, ils me sauvent encore quotidiennement. Heureusement qu'ils sont là. Comme conseil que je pourrais donner à des femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est d'intégrer une association
ou être très bien entouré et n'absolument pas lâcher. Je sais que la justice est très très lente. La preuve, ce qui me met hors de moi, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que mon agresseur est encore en liberté et qu'à tout moment, il peut venir et il peut me faire du mal. Et je sais à quel point c'est très difficile en tant que femme de déjà réussir à porter plainte, de sortir de cette emprise physique, psychologique, de ces violences. Mais vraiment, il faut porter plainte, il ne faut pas attendre. Vous n'êtes pas seul, faites-vous aider et il y aura beaucoup de gens, dont moi aussi si vous avez besoin, qui peuvent vous aider.